Avec Univers Gaïa, je prends soin de moi. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Bienvenue sur cette 5e édition de l'émission À l'écoute de sa réalité. C'est une émission d'1h30 proposée par Radio Univers Gaïa. Je suis donc Paul Pironnet avec mon compère Guillaume Andreu. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir en compagnie d'un invité d'honneur, Monsieur François Delivray, éminent spécialiste du coaching, écrivain qui se définit aujourd'hui comme un homme d'art et de synthèse. Alors avant de démarrer cette émission, quelques rappels techniques concernant justement l'utilisation d'Internet. Si vous rencontrez un problème de son, je vous invite à réactualiser la page de votre navigateur Internet. Sinon, sachez que vous retrouvez de toute façon cette émission en podcast sur le site de la radio. Je vais maintenant laisser notre ami Guillaume nous dire quelques mots sur le sommaire de cette émission. Et puis, sachez que le thème ce soir est le suivant. Il était une fois l'histoire de ce que vous êtes, de qui vous êtes, prince, crapaud, masque, comment se construit notre identité. Guillaume, bonsoir. Bonsoir Paul, bonsoir François, bonsoir à toutes les auditrices et à tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir. Donc ce soir, nous allons nous mettre effectivement à l'écoute de François Delivray, un homme passionnant qui a développé beaucoup de choses dans le domaine du coaching. Alors, dans cette première partie, nous allons découvrir qui est François Delivray. Donc, il va nous parler de son identité, son chemin de vie, ce qui l'a amené à devenir qui il est aujourd'hui. Nous allons donc découvrir qui est notre invité d'honneur, donc ce soir, François Delivray. Bonsoir François, bienvenue sur cette radio et sur cette soirée. Nous sommes évidemment très heureux de lancer cette 5e émission avec vous. Alors François, première question comme ça qui me vient à la question, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Bonsoir à toutes et à tous. Avec cette question « Qui êtes-vous ?», vous êtes en plein dans le sujet puisque le modèle qui a les noms imagés Prince Capot Masque porte le nom savant de schéma d'identité. Donc « Qui êtes-vous ?», c'est parler de mon identité. Alors avant de parler de mon identité, je voudrais faire un premier rapport pédagogique en parlant du bateau de Thésée. Thésée, c'est celui qui était allé tuer le Minotaure en Crète. Et donc, quand il est rentré à Athènes, les Athéniens ont conservé pieusement le bateau avec lequel il était parti. Et il y a des poutres qui ont commencé à se dégrader. Et donc, ils ont remplacé les poutres pourries. Et là, les philosophes athéniens se sont posé la question et se sont dit, mais quand on remplace une poutre, est-ce que c'est encore le bateau de Thésée? Et si on en remplace 10? Et si on en remplace la moitié? Et si on remplace tout? Et ils ont commencé à se poser le casse-tête de cette notion d'identité, qui est valable pour nous aussi, nous autres, pour moi ici qui vous parle, c'est-à-dire que dans cette notion d'identité, en fait, on reste le même et en même temps on change. Donc, ce qui veut dire que pour vous, alors, comme pour nous tous, j'imagine, on a au cours de la vie ces différentes poutres qui ont dû être changées. Et pour vous, justement, quelles ont été les poutres importantes, si je puis dire, dans ces changements qui ont fait ce que vous êtes devenu? Absolument. Donc, il faut intégrer à la notion d'identité cette notion de changement. Sans ça, on ne s'en sort pas. Alors, qu'est-ce qui a fait, essentiellement plein de choses, mais qu'est-ce qui a fait que je suis maintenant devenu qui je suis? Quels sont les grands changements? Je poserai l'événement fondateur du changement à une époque où j'avais 35 ans, donc en 1982, et à l'époque j'étais patron de la compression et des stockages souterrains à Gaz de France. J'avais un poste qui était confortable mais relativement étriqué pour moi. Et un jour, j'étais parti visiter l'usine du Creusot. Et dans le train, j'ai lu un bouquin, et là, ce bouquin parlait du grand passage du milieu de la vie, quand on se rend compte charnellement qu'on va mourir un jour. Et pourquoi ce jour-là, je ne sais pas, ça m'a heurté de plein fouet. Et je me suis dit, mais oui, je vais mourir un jour, et j'ai des tas de potentialités, et si je veux les développer, eh ben, c'est maintenant qu'il faut que je m'y mette. Et il y a eu un espèce de choc, il y a eu un retentissement très profond dans les années qui ont suivi, avec le modèle qu'on va voir, on pourrait appeler ça
l'appel du prince. Oui, donc ce qui s'est passé, comme ça, vous avez donc du haut de vos 30-35 ans, à un moment donné, une révélation, quoi. C'est de vous dire, bah, au Oui. fond, bah, après toutes ces années passées, il me reste un certain nombre d'années à vivre, et ça déclenche en vous, tout d'un coup, cette prise de conscience, au fond, qu'est-ce que vous allez faire de ce que vous êtes, quoi, finalement, c'est ça? Alors juste avant de continuer, ça me fait penser à une petite phrase de Confucius qui dit: Nous avons 2 vies. La seconde commence quand on prend conscience qu'on n'en a qu'une. Est-ce que ce serait un petit peu ça qui s'est passé pour vous? Ouh là là, il faudrait que je réfléchisse à Confucius parce que cette phrase est... Vous voulez bien, sans doute, je vous fais confiance. Disons que j'avais 3 enjeux à cette époque-là, essentiellement émanant du prince, hein, ce qu'on va appeler le prince, donc le potentiel. Je voulais développer mon potentiel, des faces que je n'avais pas développées. Je voulais me comprendre, et le modèle de ce soir va permettre de se comprendre. Et puis, je voulais aussi que tout ça soit en cohérence avec ma propre spiritualité. D'accord. Alors, il y a eu des étapes qui se sont succédées au fil des ans. Je vous les résume peut-être brièvement pour vous les auditeurs. Donc, en 90, j'ai changé de métier. Je suis devenu formateur, puis consultant, puis coach. En 90, j'ai fondé un nouveau couple avec ma compagne. En 93, j'ai écrit mon premier livre pédagogique. En 97, mon deuxième sur le temps. Et puis, je me suis lancé dans l'aventure du coaching vraiment à partir des années 1995, il y a donc presque 20 ans maintenant, avec la fondation de la Société française de coaching, avec des confrères. Et puis, dans les années 2000-2002, la création de l'Académie du coaching avec mes confrères François Souven et Noël Philippe. Et entre-temps, il y avait eu, là depuis assez longtemps, la création et la racontée de contes, ce que je continue à faire. Et puis, de façon tout à fait surprenante, en 95, la découverte de la sculpture sur argile, du modelage, chose qui me prend beaucoup de temps. Cet après-midi, j'ai encore Ah, fait vous une faites pièce toujours. hier, oui. Voilà. Et donc, actuellement, eh bien, à quoi est-ce que je consacre mes journées essentiellement? Je parle du professionnel. Donc, j'ai une activité professionnelle moins soutenue qu'il y a quelque temps. Je fais pas mal de supervision de jeunes coachs. Et puis, je passe énormément de temps à un livre sur le temps qui paraîtra au début de l'année prochaine chez Duno. D'accord. Oui, donc vous avez toujours un agenda fort chargé. Ouais, ça va. Et alors aujourd'hui, à travers toutes ces années, s'il y avait des points comme ça qui ont été clés et qui aujourd'hui qui ont marqué, si je puis dire, qui ont été un peu des perles pour vous, quels sont comme ça les événements les plus marquants que vous retenez? Ah ben, il y a eu l'événement fondateur dont je vous ai parlé dans le TGV. Ça a été un moment fort. Ensuite, il y a eu des événements, des coups de pouce de la vie assez surprenants. Par exemple, j'avais toujours rêvé d'écrire des livres. Je pensais des livres littéraires. Mais finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu un jour, dans un congrès, où j'ai donné une conférence sur la négociation en 93, et puis il y avait un éditeur dans la salle. Et le lendemain matin, il m'a dit, écoutez, est-ce que vous pourriez écrire un livre là-dessus? Et ça a été mon premier livre, Le pouvoir de négocier. Donc il y a eu des coups de pouce comme ça. La création de l'Académie du coaching aussi, ça a été des retrouvailles avec François Souven. Il y a eu des clins d'œil de la vie, et moi je m'étonne de toutes ces coïncidences, dirait Jung, de ces synchronicités. Eh oui. Et qui de plus en plus traversent ma vie, et je me dis mais c'est pas possible, c'est pas des coïncidences. Quand on est sur un chemin qui est bon, qui est juste, c'est vrai qu'il arrive énormément de choses positives. Alors justement, vous en avez pas trop parlé, mais qui était l'enfant François Delivray? Est-ce que vous avez pris toujours un chemin? Est-ce que vous avez toujours eu le sentiment d'être dans votre chemin, ou est-ce qu'à des moments vous avez, je dirais, dérogé un petit peu? C'est-à-dire que vous avez peut-être un état d'esprit quand vous étiez enfant, et puis bon, finalement vous avez fait d'autres choix dans votre vie, puis vous êtes revenu à ces choses-là. Comment ça s'est passé pour vous? Aïe, 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 c'est la psychanalyse, ça. Oui, aïe, 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 aïe. Bon, non, parler de mon enfant. J'ai vécu dans une famille, tout à fait heureuse, gaie, où il y avait des problèmes, comme non, avec toutes les familles, mais de façon générale, j'ai eu une enfance qui a été très
Simplement, je crois que ce qui s'est passé, c'est que, en reprenant, en anticipant sur le modèle qu'on va voir, il y a eu quelques, non pas interdits, mais quelques, tout de même, j'avais les ailes coupées quelque part, par exemple au niveau artistique. Mais on va le revoir au niveau artistique. Je me suis coupé moi-même les ailes. J'ai imaginé que je ne pouvais pas développer mon potentiel artistique. Je vais vous raconter une petite histoire parce elle est assez rigolote. Quand mon père après la mort de mon père, il nous avait laissé à chacun une chemise où il y avait des papiers d'enfance, des lettres de chacun de ses enfants. Et là, je découvre un conte qui visiblement était écrit par un gamin de 8-10 ans, donc je devais avoir 8 ans à l'époque, un conte que j'avais inventé. Et alors, il y avait des personnages adorables. Il y avait le héros, il s'appelait Cœur d'Or, le méchant, il s'appelait Fume la pipe en ski. Donc, j'avais un talent pour écrire des contes à 8 ans. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai mis ça sous le boisseau et il a fallu attendre 35-40 ans, de nouveau, le grand changement, pour que cela réapparaisse. Voilà ici un exemple d'enfance. Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est que comme je réussissais pas mal au niveau scolaire, c'est vrai que je me suis beaucoup consacré à mes études scolaires. Même à un moment donné, j'ai fait que ça, au moment de mes études d'ingénieur. Alors justement, concernant le modèle Prince Crapaud Masque, pour faire la transition avec les personnages du modèle, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus donc sur les origines, les deux grandes composantes, toutes ces choses qui correspondent à ce modèle? Voilà, rentrons dans le vif du sujet. Alors, ce modèle a été élaboré sous le nom de schéma d'identité par Carlo Moiso. Carlo Moiso était un thérapeute d'analyse transactionnelle, une école que vous connaissez sûrement beaucoup, toutes et tous, les auditeurs qui nous écoutent. Et donc, Carlo est décédé maintenant, il est décédé il y a quelques années. Et j'ai entamé avec lui un cycle en 1999. Et il nous a présenté le modèle qui était une autre façon de voir ce qu'on appelle en analyse transactionnelle le scénario. Et j'ai été fasciné par ce modèle. Non seulement parce qu'il a des personnages symboliques, qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'émission, mais aussi parce qu'il apportait des explications plus larges, plus complètes et à mon avis encore plus profondes que celles de scénario en analyse transactionnelle. Donc je rends hommage à Carlo qui m'a légué ce modèle que j'ai transformé, que j'ai compris sûrement autrement que lui, que j'ai enrichi, que je vais vous présenter ce soir. Donc voilà l'origine. Il n'y a pas de publication sur ce modèle. Il y a un livre de Carlo Moiso qui, je crois, est édité aux éditions d'analyse transactionnelle qui en parle, mais pas d'une façon, je pense, aussi détaillée que ce qu'on va faire ce soir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce modèle? Disons que pour le comprendre, il faut voir qu'il y a deux grandes parties, il y a deux jambes, il y a deux piliers à ce modèle. Il y a d'une part des personnages. Donc on va découvrir ces personnages, le prince, le crapaud, le prince blessé, le héros, etc. Donc il y a des personnages qui se sont formés pour la plupart pendant l'enfance. Donc les personnages d'une part. De l'autre côté, deuxième pilier, il y a les mécanismes. C'est-à-dire que ces personnages conduisent de l'un à l'autre, se cachent l'un l'autre, profitent l'un de l'autre. Et nous verrons ces mécanismes après avoir présenté les personnages. Alors, justement de personnages et de mécanismes, donc j'imagine que dans chacun des personnages, il y a une forme d'identité en fait qui se manifeste plutôt, et puis qui entraîne du coup des comportements. C'est ce que vous mettez dans le terme de mécanisme? Les mécanismes, c'est pas seulement des comportements. Si on peut prendre un terme technique, c'est des processus. D'accord. Des attitudes, des comportements. C'est la façon dont ça fonctionne, la façon dont ça marche. Pour vous donner, relié à l'identité, Carlo Moiso utilisait le mot d'identité. Par exemple, le prince qu'on va voir en premier, il appelait ça identité potentielle de base. Donc, il avait ce nom savant, identité potentielle de base. C'est pour ça qu'il a appelé le schéma d'identité. D'accord. D'accord. Et alors, justement, à quoi sert ce modèle-là pour nos auditeurs? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme ça, très simplement de ce modèle? Qu'est-ce que ça peut apporter aux personnes qui viennent vous voir? Alors, qui viennent nous voir, ou pour moi, tout simplement, ou pour toutes les personnes qui se forment avec ce modèle.
se forment ou qui, même après une émission comme ce soir, ils auront déjà des approches. Donner des clés. Hein. Ça sert à mettre des mots et des images simples sur des réalités de notre psychisme. Rien que ça, déjà, ça serait important. Le deuxième grand usage, c'est d'apprendre à développer notre potentiel, on va dire notre prince ou notre princesse, en étant vigilant aux mécanismes qui nous limitent ou qui sont destructeurs pour nous ou destructeurs pour autrui. Qui a donc développé le potentiel en étant vigilant à ces mécanismes pernicieux. Et pour ça, donc, apprendre au fur et à mesure le dialogue entre ces différentes parties de soi, ces différents personnages, comment ils s'influencent les uns les autres, et tout ça dans le but de s'accomplir le plus possible. J'aime bien le mot d'accomplissement. C'est bon, pour moi l'un des plus beaux buts de l'existence, d'avoir une vie accomplie, de pouvoir se dire j'ai fait ce que je devais faire sur Terre, j'ai accompli ma vie. Alors, ce modèle, il peut servir à tout le monde quand les gens s'examinent eux-mêmes. Il est aussi utilisé, il peut être utilisé dans la relation d'aide, pas seulement dans le coaching, mais de façon plus générale, dans la relation d'aide, eh bien un peu pareil, pour aider les gens à développer leur potentiel, à être vigilants à leurs mécanismes pernicieux, à leurs mécanismes destructeurs. Donc il est possible pour un professionnel d'avoir une grille de diagnostic parmi d'autres avec ce modèle. Donc ça, c'est plutôt pour les pros. D'accord. Alors, oui. Alors, allez-y. Alors, parce que j'avais envie de savoir, moi, du coup, si par exemple je viens vous voir et que nous décidons de travailler ensemble sur ce modèle, est-ce que vous allez vous appuyer sur mon histoire, sur une problématique que je vis aujourd'hui, sur un projet pour lequel j'ai envie d'avancer demain? Comment se passe en fait le démarrage de cette mise à jour de ces personnages ou de ces mécanismes? Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que, tout d'abord, dans le métier de coach en entreprise, qui est celui que je connais, on part d'un contrat. Donc, je vous donne un premier exemple. Donc, un contrat, un cadre sup qui arrive d'une grosse boîte dans l'alimentaire. Et il me dit... voilà, donc moi, ce que je voudrais, c'est apprendre à être plus politique. Bon, très bien, être plus politique. Et puis, il me dit, je vais rentrer au comité de direction, donc il faudrait que j'apprenne à tourner ma langue. Bon, très bien. Donc, vous pouvez m'aider, oui, d'accord. Et il me dit, en particulier, j'ai un problème. Ah bon? Et oui, quand je suis devant mon patron, c'est comme si j'étais un petit garçon en culotte courte. Voilà, donc ce type qui a 45 ans, 50 ans, qui me dit, je suis un petit garçon en culotte courte. Alors, il y a des tas de grilles pour analyser quelqu'un qui dit je suis un petit garçon en culotte courte. Mais moi, je peux prendre ici cette personne, voir derrière le prince qui a envie de faire quelque chose, voir ici le masque qu'elle met, voir éventuellement un bout de son crapaud avec elle. Donc je peux utiliser ce modèle. Au besoin, je peux lui faire le schéma. Tiens, d'ailleurs, j'en profite ici peut-être. Oui, c'est bien. Parce qu'il y a dans les gens qui nous écoutent, souvent il y a des auditifs, il y a des visuels. Il y a aussi les kinesthésiques, mais à la radio, ça marche pas. Ils peuvent toujours tapoter sur leur ordinateur, toucher quelque chose. Mais là, ça fonctionnera pas. Les gens qui nous écoutent, vous nous proposez un petit modèle. Oui. Le biais d'un dessin, je crois, hein, c'est ça? Prendre une feuille de papier, oui. Là, en 30 secondes, je vais leur indiquer le schéma ici que j'ai sous les yeux. Donc, si vous avez une feuille de papier et un crayon. Voilà, ça y est. Ok. Moi, je suis équipé. Alors, en bas, vous faites un rond et dedans, vous mettez prince. D'accord. Vous pouvez mettre même numéro 1. Ensuite, un peu plus haut à droite, en diagonale, vous faites un autre rond, vous mettez 2, vous mettez prince blessé. Le prince blessé, d'accord. Prince ou princesse? Prince ou princesse. Ensuite, encore un peu à droite et en haut, donc en diagonale, vous mettez un rond avec 3 crapauds. Donc je mets le numéro 3 et je mets crapaud. Ensuite, vous montez tout droit, presque en haut de la feuille,
vous faites un autre rond avec 4 masques. Le 4 de masque. Ensuite, vous passez à gauche. D'accord. À gauche de la feuille. Vous mettez un grand rond. Hein, et 5 princes ou princesses accomplis. Prince ou princesse accompli. Ça va? Très bien. Et ensuite, tout en haut, vous mettez un rond avec 6 héros. Et là, on met le héros. L'héroïne. Ou l'héroïne. Tu peux marquer Guillaume si tu veux. D'accord. À la place de héros, c'est. Guillaume, mon héros. Voilà. Attendez, vous aurez vu ce que c'est que le héros, peut-être que vous ne le mettrez pas. Hein, parce que... Je sais, c'est le héros. C'est le Don Quichotte ou le héros de fer blanc, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a le chevalier de fer blanc, je l'appelle parfois comme ça. Okay. Et alors en bas, je mettrais volontiers une espèce de nuage ou de croissant en bas de tout ça, si vous avez encore la place. Quelque chose qui enveloppe, qui est la vie, le monde, les autres. Disons tous ceux avec quoi la personne, qui a les 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle est face à une réalité des autres, du monde d'elle-même, qui va modeler ces différentes facettes d'identité. Voilà, vous avez votre schéma. Alors, ce que je propose peut-être, Paul, c'est de laisser peut-être les gens trifouiller leur petit bout de papier, écrire leur modèle et qu'on laisse une petite pause. Écoute, c'est une très bonne idée. Je voulais juste profiter justement de cette petite pause musicale pour peut-être... est-ce qu'il y a une indication qu'on pourrait donner aux personnes par rapport à ces différents ronds, sur ce qu'elles pourraient faire ou méditer en attendant la reprise ? Non, on fera ça plus tard. On mettra des flèches entre les ronds. D'accord, on mettra des flèches ensuite. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci pour ce petit premier schéma et cette première vision qui est en train de s'enrichir sur le modèle que vous proposez. Merci à vous. On se retrouve dans quelques minutes sur Univers Gaïa. Alors bonsoir à tous, après cette courte respiration musicale, nous abordons maintenant la deuxième partie de cette émission à l'écoute de la réalité avec François Delivray. Alors Guillaume, qu'est-ce qui nous attend maintenant ? Alors donc nous allons, après avoir dessiné ce petit schéma, nous allons donc découvrir ce modèle du schéma d'identité et qui sont les personnages symboliques de cette fabuleuse histoire de qui nous sommes. Donc les rôles que nous jouons sans le savoir depuis notre enfance. Et voilà, donc en fait c'est un véritable conte de fées, hein, c'est très passionnant et on va donc découvrir ça maintenant avec François. Donc François, écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est de nous en dire un petit peu plus donc sur ces personnages. Qui sont-ils ? On a déjà vu qu'il y avait donc le prince ou la princesse, qu'il y avait le prince ou la princesse blessé, qu'il y avait le crapaud, le masque. D'un autre côté, on a le prince ou la princesse accompli, on a le héros. Donc, l'idée, ce serait de nous décrire un petit peu donc ces différents personnages pour nous dire exactement à quoi ils correspondent dans notre psychologie, en quelque sorte. Très bien. Alors, pour que mon propos soit plus vivant, j'ai imaginé d'illustrer la pédagogie par un personnage, une femme, et dont on va suivre les aventures, l'histoire, le psychisme. Cette femme, elle s'appelle Doudou Gentille. C'est le nom que je lui ai donné. C'est le surnom qu'on lui a donné quand elle était petite. Je vais y revenir. Bon voilà, elle a 35-40 ans. Elle est assistante sociale dans un centre de protection maternelle et infantile. C'est une dame très serviable, assez mignonne. Elle est affectueuse, assez sensible, parfois réservée et ayant un fort réseau amical auquel elle est très dévouée. D'ailleurs, elle est dévouée pour tout. Les gens lui disent même souvent, ils lui disent, mais tu vas t'épuiser à te dévouer comme ça pour les autres. Voilà, donc ça c'est l'apparence sociale. Bon, on pourrait en rester là. Ça, c'est une identité sociale. Regardons un peu maintenant pour Doudou Gentil, comment ça s'est passé à l'enfance et comment ces facettes d'identité se sont mises en place. Déjà son surnom, Doudou Gentille. On l'a appelée comme ça parce que toute petite, elle était très serviable, elle était très gentille. Elle s'en est rendue compte. Elle a bien compris très très tôt
que quand elle se montrait comme ça gentille et serviable, elle obtenait de la reconnaissance de la part de ses parents. Et comme j'étais une petite fille qui avait besoin de beaucoup d'affection, ma foi, elle était bien comme ça. Le besoin d'affection de Doudou Gentille, c'est l'une des nombreuses composantes de ce qu'on va appeler sa princesse. Qu'est-ce que c'est une princesse? Qu'est-ce que c'est qu'un prince? C'est le mot de potentiel qui est le plus adapté. Non pas de réalisation, de potentiel. Donc, la petite fille Doudou Gentille a un potentiel formidable comme tous les enfants. Une énergie vitale et une énergie physique, psychique, relationnelle. Elle a aussi certains talents, elle a certains dons. C'est un cadeau de la vie à la naissance. Alors, Est-ce qu'on peut dire, François, que c'est quelque chose qui était déjà là en elle, quel que soit l'environnement qu'elle ait pu avoir, ou est-ce que c'est quelque chose qui a pu se construire en rapport ou à cause, je ne sais pas si le mot est très juste, mais de son environnement? Quel est votre point de vue là-dessus? Je ne sais pas bien répondre à cette question parce que ça serait presque la question de l'inné et de l'acquis. D'accord. En tout cas, le principe, c'est que, en tout cas, son surnom, en l'occurrence ici, Doudou Gentille, a en tout cas contribué fortement, on pourrait dire, à l'expression, en tout cas, de ce potentiel qu'elle avait probablement déjà un petit peu là, sinon, effectivement, on l'aurait peut-être pas appelé comme ça. Donc, ses parents s'en occupent bien. C'est une famille à peu près normale. On va voir, elle a des petits problèmes tout de même, même des assez gros. Donc, ses parents, quand elle a 5, 6, 8 ans, lui font faire des cours de judo, de trampoline, ou et puis ils essayent de lui donner des cours de dessin, mais ça marche pas trop. Enfin bref, c'est une enfant apparemment qui se développe de façon normale. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des épisodes de la vie de Doudou, déjà enfant, qui sont pour elle des blessures. Parce que la vie, les parents, les copains, les copines, mais aussi la famille, et puis n'importe qui, a blessé Doudou comme nous tous, on a été blessés dans notre enfance. Et que va faire Doudou de ces blessures? Je vous donne un exemple. Il arrive à Doudou, comme à tous les enfants, d'être capricieuse. Son père, le père de Doudou, ne supporte pas les crapices. Il lui fait les gros yeux. Et à ce moment-là, Doudou, ici, est terrorisée par les gros yeux de son père et elle va avoir un problème qu'elle va résoudre dans sa petite tête de petite fille. Et ce problème, pour le résoudre, il faut qu'elle apporte 2 réponses. La première réponse, c'est de donner un sens. Pourquoi papa fait-il les gros yeux? À ce moment-là, elle va prendre ici une décision. Quelle décision je dois prendre? Quelle décision comportementale je dois prendre? Eh bien, elle se dit, je serai toujours gentille et jamais en colère. Même quand je suis en colère, je ne montrerai jamais ma colère. Il y a donc une décision précoce qui va s'installer chez Doudou. Pour obtenir la reconnaissance ou pour obtenir de l'amour de son père. Absolument. D'accord. Alors, on va voir apparaître un autre personnage que j'ai inventé et que j'ai appelé la duègne. Là? Duègne. La duègne, c'est dans Ruy Blas. Vous savez, il y a dans le film avec Yves Montand et puis l'autre là, j'ai oublié son nom, le comique. Donc le film de Ruy Blas. Et donc, il y a la duègne avec la reine d'Espagne. Et la duègne, c'est la personne à la cour d'Espagne qui dit « Une reine d'Espagne ne doit pas faire ceci, une reine d'Espagne ne doit pas faire cela, il faut que vous, il ne faut pas que vous. » Donc, il y a un gendarme à côté de la reine d'Espagne qui lui dit ce qu'il faut qu'il fasse. Donc, pour avoir une référence, pour les auditeurs, une référence peut-être un petit peu plus récente, c'est la mère, donc la reine, la mère de Rebelle, dans le film de Walt Disney qui est passé récemment, qui s'appelle Rebelle, c'est tout à fait ça, c'est une princesse avec sa mère qui lui dit sans cesse comment il faut qu'elle soit. Je l'ai vu ce film, oui, de mémoire, c'est pas mal, oui. Oui, c'est pas mal aussi comme exemple. Alors, cette duègne, ce qui nous dit
la part en nous qui nous dit il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, ça peut être soit les parents directement, ça peut être aussi l'enfant, ça peut être aussi Doudou gentil. Et je voudrais ici ouvrir une parenthèse pour les parents. Écoute, les parents ont une influence dans la construction de la, entre guillemets, duègne de leur enfant. C'est-à-dire que les parents, heureusement d'ailleurs, disent il faut faire ci, il ne faut pas faire ci, et il ne faut pas faire ça. C'est très bien ça. En même temps, il faut voir que la duègne, elle a un côté qui est limitant. Ce n'est pas un côté qui interdit forcément, mais c'est un côté qui coupe les ailes. Il faut rester dans les clous. Prenons par exemple, je vais prendre un autre cas, prenons un étudiant, fin d'études, brillant, et donc il arrive un jour chez lui et il montre ses résultats, il a 18 sur 20 en mathématiques. Bon. Et son père lui dit, 18 sur 20 en mathématiques, comment tu n'as que 18 sur 20, pourquoi est-ce que tu n'as pas eu 20 ? Et donc le garçon va se dire, il faut, pour être valable aux yeux de mon père, il faut que je me comporte, il faut que je sois toujours au tip-top, que j'ai... Soit parfait, quoi. C'est du soi parfait. Pour ceux qui connaissent alors, on va trouver ça ici, la duègne, c'est l'équivalent des drivers en analyse transactionnelle, puisque vous faites référence ici au soi parfait. Autrement, les mini-scénarios. Ok, donc en tout cas, là, il y a des messages qui sont des directives en fait un peu parentales qui vont s'imprimer dans notre petit bout de chou. Et qui vont devenir comme une sorte de critique intérieure, c'est ça? Quelqu'un qui est toujours en train de dire ce qu'il faut faire et pas faire à l'intérieur de soi? C'est ça. D'accord. Le petit enfant lui-même qui élabore sa propre duègne. Prenons par exemple ici ce qui m'est arrivé dans l'histoire de ce conte que j'avais écrit à 8 ans, dont je vous ai parlé au début de l'émission. Oui. Mon père ne m'a jamais interdit d'écrire des contes. Mmh. Il trouvait ça bizarre. Il me disait, mais même à l'âge adulte, il me disait, mais François, où est-ce que tu vas chercher tout ça? Et donc, moi, ce qui était un étonnement, c'était pas du tout une interdiction, j'ai transformé ça moi-même en ma propre interdiction de ne pas trop toucher à la création littéraire et puis à tout ce qui était artistique. Donc j'ai élaboré moi-même ma propre duègne. D'accord, parce que peut-être parce que ça rencontrait pas suffisamment d'écho, il y avait peut-être pas suffisamment de reconnaissance autour de ça, qui fait que quand on est enfant, Oui. vu qu'on a besoin de reconnaissance, qu'on a besoin de marques d'attention, qu'on a besoin d'être, je dirais, arrosé un petit peu pour pousser, on peut très très vite finalement se faire des espèces, tirer des conclusions comme ça en disant ça, si ça plaît pas, il faut pas que je le fasse, et on se limite et on s'auto-limite en fait quelque part. C'est ça que vous êtes en train d'expliquer? C'est exactement ça. Alors on va prendre une deuxième blessure qui est plus grave. La deuxième blessure, c'est Doudou Gentille qui a remarqué que quand elle posait des questions et qu'elle elle montrait une curiosité intellectuelle, il y avait chez ses parents une espèce de gêne, un malaise. Ses parents lui disaient, tu sais, nous, on n'est pas une famille d'intellectuels. Et là aussi, Doudou, quand il a senti la gêne de ses parents, qui n'était même pas forcément verbalisée, il a fallu qu'elle donne un sens et il a fallu qu'elle prenne une décision. Ça, c'est vital. La grosse différence entre un enfant et un adulte, c'est que l'adulte, il est capable de donner un sens avec sa pensée, la connaissance de la vie. L'enfant, il n'a pas ces ressources-là. Mais il faut tout de même qu'il trouve un sens à ce qui se passe. Et donc, Doudou Gentille, à ce moment-là, j'imagine, bien sûr, c'est une histoire inventée, elle se dit, oui, mon père a l'air gêné parce qu'il sent bien que je suis limité intellectuellement. Donc il y a une croyance qui se met en place chez Doudou, je suis limité intellectuellement. Et sa prévision et les décisions qu'elle pourra prendre pour sa scolarité et ses études, c'est de se dire, de toute façon, je n'irai pas bien loin. Mmh. On n'est pas des intellectuels dans la famille. Potentiel.
Du coup, j'ai pas d'horizon. En tout cas, c'est pas fait pour moi. C'est peut-être pour les autres, mais en tout cas pas pour moi. Sachant que tout ça, en plus, c'est pas très intellectualisé. C'est surtout vécu au niveau du ressenti, hein, d'après ce que vous dites. Absolument. Donc pour faire une petite synthèse de ce qui a été dit jusqu'à présent, donc Doudou Gentille au départ est une petite fille qui a donc son potentiel sur plein de choses, qui a des talents, etc., et qui est plutôt valorisée ou plutôt reconnue pour sa gentillesse. Donc ça c'est quelque chose qu'elle utilise beaucoup parce qu'elle a compris que ça allait lui rapporter de l'attention ou de la reconnaissance de ses parents. Par contre, il y a un certain nombre de choses qu'elle interprète, qu'elle vit pas forcément bien dans les réactions de ses parents, et on peut dire que ce sont ces choses-là qui vont créer les blessures en quelque sorte pour elle. Et ensuite, elle va donc en tirer des croyances et des décisions par rapport à ça. Tout à fait. Voilà, et elle va se créer intérieurement également une partie critique, hein, une part d'elle qui va la limiter, la critiquer et lui dire tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, etc., etc. Est-ce que c'est à peu près ça? À peu près ça, mais c'est même ça. Mais c'est pire que ça. Parce que sur ce côté intellectuel, continuons cette triste histoire. C'est comme si Doudou intégrait à ce moment-là en elle une sorcière avec une baguette de sorcière et qui la touchait de sa baguette ou qui la touchait du doigt et qui allait la transformer en crapaud. C'est le rond numéro 2. Qu'est-ce que c'est cette sorcière? Qu'est-ce que ce crapaud? On va le voir tout de suite. C'est le point numéro 3, vous voulez dire? Oui, la sorcière, c'est celle qui envoie une malédiction. Et une malédiction. C'est rigolo ça. Donc ce qui veut dire qu'en fait c'est des mots, des mots que l'on se dit à soi quelque part, une sorte de partie de nous qui nous dirait oui, tu vois, je te disais, t'es moche, t'es un crapaud, etc., etc. On pourrait dire ça comme ça, je sais pas, avec un rire sarcastique ou ironique ou. Est-ce que ça pourrait être illustré de cette façon-là? Ça c'est la première malédiction. Je suis nul. Il est profondément stupide, mais d'une façon. Ce qui est caractéristique des malédictions de la sorcière, c'est qu'elles sont globales. Elles ne se rapportent pas aux circonstances. Non. C'est la personne qui se dit je suis globalement nul ou génial. Plutôt que de dire ce que tu fais à ce moment-là est nul ou ce comportement ne convient pas, c'est On touche la dimension de l'être, quoi. Et de non pas l'être. ce que tu peux faire et de l'avoir. À l'être. Donc c'est soit je suis ceci, cela, négatif, ou les autres sont ceci ou cela, et puis la vie elle-même. Parce que un petit temps, on conclure que la vie est décidément quelque chose de pourri. D'ailleurs, il n'y a pas que les petits-enfants, il y a aussi les adultes, au fur et à mesure qu'ils ont des épreuves, leur besoin de sens continue, et ils peuvent créer eux-mêmes à l'âge adulte des crapauds. Il n'y a pas qu'à l'enfance qu'on crée des crapauds. Mais ça commence à se forger de façon très forte à l'enfance. Donc le crapaud, qui a reçu la malédiction de la sorcière, va parler en termes absolus. Qu'est-ce qui fait ce crapaud de Doudou Gentille? Eh bien, il se cache. Parce qu'un crapaud, ça n'est pas très beau. Où est-ce qu'on voit le crapaud? Quand est-ce qu'on voit le crapaud dans la vie? Parce qu'il se cache bien, le diable. Et oui, c'est vilain un crapaud. Oui. On le voit dans deux grandes circonstances. D'abord, on le voit dans le cabinet des thérapeutes. Parce que les gens qui ont, on verra plus tard, un masque, ils arrivent dans un cabinet de thérapeute, et là, ils disent, vous savez, les gens croient que je suis, mais en fait, moi, je sais bien que je suis, et patati, et là. Et là, le crapaud apparaît devant le thérapeute quand on lui fait confiance. Ça, c'est le premier endroit où se dévoile le crapaud. Tant mieux, parce que là, on espère qu'il va être traité. Mais hélas, les deuxièmes circonstances de la vie où il apparaît, c'est dans les drames. Et là, on voit apparaître le crapaud. Par exemple, au moment d'un divorce. Alors là, on voit des êtres qui s'aimaient
et puis qui tout d'un coup s'envoie des trucs à la figure, des choses horribles du genre, c'est crapaud-dinesque. Enfin, quand on écoute ça vu de l'extérieur, on a les yeux ronds comme des soucoupes. Donc En gros, le crapaud, c'est ce que des personnes finalement identifient chez elles comme étant des parties d'elles qui sont laides, qui sont vilaines, qu'il ne faut pas montrer. C'est ça? Donc, en général, elles arrivent à les masquer, à les cacher, pour s'adapter à leur environnement, pour être acceptées par les autres. Sauf qu'il y a certains moments de leur vie où ce crapaud, finalement, se révèle et se voit de l'extérieur, ou dans des accompagnements, ou alors dans des moments difficiles. C'est un peu ça l'idée. Quelqu'un qui se fait licencier, ou bien quelqu'un qui échoue à un examen. Donc là, on voit apparaître le crapaud et la personne, à ce moment-là, se dévalorise ou dévalorise. Alors, il y a une conclusion identitaire là, qui est prise vis-à-vis d'elle-même, des autres et parfois du monde. C'est ça qui du coup n'est plus remis en cause, quoi, en quelque sorte. Alors, comme le crapaud n'est pas très joli, il faut le cacher. Et comment est-ce qu'on peut le cacher? Eh bien, on va le cacher avec le troisième rond, le masque, l'identité sociale, l'identité psychique sociale. Donc, les apparences, les habits. C'est tout ce qu'on montre de soi, c'est l'histoire de Doudou au début. On dit elle est gentille, elle est affectueuse, elle est sensible. On ne voit pas le crapaud de Doudou derrière. Et sans le savoir d'ailleurs, la plupart du temps, les personnes ici habitent leur masque, enrichissent leur masque, se mettent dans leur masque avec un but important, c'est de cacher leur crapaud. Alors, si pour reprendre cette idée de masque, est-ce qu'on pourrait dire, puisqu'on parle d'identité, est-ce qu'on pourrait dire que le masque, c'est la persona, donc la personnalité, la persona qui a été décrit, qui est un concept de Carl Gustav Jung, qui a aussi parlé sur les synchronicités en l'occurrence, donc qui a décrit cette facette sociale, donc qui fait qu'on adopte une personnalité ou des personnalités en fonction des circonstances de notre vie, et qu'on montre en général les bons aspects de nous-mêmes au travers de cette personnalité, qu'on cache des choses que on ne veut pas spécialement qu'ils soient vues. Là, dans le cas de Doudou, il semblerait que sa personnalité soit plutôt gentille et sociable, et qu'elle cache un crapaud qui est plutôt de l'ordre de comment vous disiez tout à l'heure, je fais pas des crises de colère, mais des caprices ou des choses comme ça. C'est en gros, il faut absolument pas que je montre que je suis capricieuse ou que je suis égoïste et que je sois toujours gentille avec les autres. C'est un peu ça l'idée. Que je cache que je suis intellectuellement limité, parce que ça, c'est encore plus profond. D'accord. Voilà. Alors, oui, c'est vrai. J'essaye de pas trop mélanger les modèles. Mais je crois que j'ai affaire à des spécialistes. Donc, effectivement, le masque a de fortes ressemblances avec la persona de Jung. Mais je préférais abandonner peut-être les références pour nous concentrer sur le modèle. Les gens feront les liens après s'ils le souhaitent, ou on fera ça en fin d'émission si vous le souhaitez. D'accord. Alors, face ici... Donc, on a donc un masque pour protéger de cette peur, en fait, en quelque sorte, intérieure. Donc du coup, on va montrer un comportement, c'est ça, qui va en fait un peu redresser la barre, si je puis dire. Donc le masque, il a deux fonctions. On voit notre schéma qui se met en place, si vous reprenez ici votre dessin que vous avez devant les yeux. Le masque, il sert à deux choses. D'une part, comme on l'a vu, c'est le résultat de la discipline imposée par la duègne. C'est donc un prince qui est limité dans ses ambitions. Il faut qu'il fasse les choses comme il faut. Ça, c'est la première partie du masque. Un prince limité. Mais la deuxième fonction du masque, c'est de cacher le crapaud. Par exemple, vous prenez quelqu'un qui est méfiant par nature. Donc, il rencontre les gens et avec tout le monde, il se méfie. Donc, mais c'est tout de même... sauf dans les cas extrêmes, mais c'est tout de même assez difficile de rencontrer quelqu'un, lui dire « Bonjour monsieur, je me méfie de vous ». On ne va pas aborder quelqu'un comme ça. Pourtant, le crapaud du méfiant, c'est bien celui-là.
Donc, la personne va plutôt montrer son masque. Elle va prendre un masque de personne à la fois respectable et puis en même temps, on va dire, exigeante, pointilleuse, par exemple, mais elle ne va pas montrer son crapaud. Donc, la fonction du masque, c'est de cacher le crapaud. Parfois, le masque et le crapaud sont confondus chez certaines personnes. Et je pense, en vous relatant ça, à un douloureux témoignage que j'ai vécu dans le métro. Il y avait un SDF, mais pire qu'un SDF, vraiment, il était dégoûtant, mais enfin, vraiment de tout partout. Ça sentait. Bon, ça me remuait le cœur, à la fois physiquement et en même temps, j'étais effaré de voir comme ça quelqu'un qui était un paumé de la vie. Donc, il y a des paumés de la vie, ils vous montrent à la fois le masque et le crapaud en même temps. Ils vous montrent tout de suite ce qu'ils sont en même temps. Donc ça si on prend, je fais encore des liens, mais si on prend la guerre des étoiles, qui est quelque chose qui est très connu, des gens, on pourrait presque dire qu'il y a un côté lumineux, un côté obscur, et qu'il y a des gens qui décident un petit peu comme Dark Vador dans la guerre des étoiles, carrément de mettre en avant leur côté obscur en permanence, en quelque sorte. On pourrait dire ça comme ça ou... Aïe, 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 aïe. Alors, non, on peut c'est prendre... pas tout à fait ça. J'ai regardé Star Trek hier soir, mais c'est pas tout à fait la même chose. Oui et non, parce que la question que vous posez, j'aimerais bien qu'on y revienne aussi en fin d'émission. D'accord. C'est une question plus philosophique, c'est au niveau de Dark Vador, c'est la question du libre arbitre en termes de bien et de mal. D'accord. On verra que dans ce modèle, le prince crapaud masque, il y a aussi une idéologie. Hein. On en parlera peut-être à la fin. Donc, je reviens ici. Donc, prince et crapaud confondus, les paumés de la vie, et aussi, je mettrai dans le panier les intégristes. Donc, sauf l'intégriste qui se cache, non, quoique non, l'intégriste. Non, j'ôte les intégristes. C'était pas un bon exemple. Parce que je pense aux intégristes qui ont une apparence sociale et qui ne se dévoilent qu'au moment des attentats. Bon, eh bien, voilà. Eh bien, pour finir, il nous reste encore le héros. Et puis le prince accompli. Mais voilà, on a déjà vu une bonne partie. D'accord. Alors, vous n'avez pas spécialement... Sur ce que vous dites, quand vous dites qu'il y a une unification en quelque sorte du masque et du crapaud, hein, en fait, ce qui se passe, c'est que la personne est même plus en termes de, je sais pas quel mot, mais elle est plus en protection sociale, quoi. C'est-à-dire qu'elle va directement exprimer en fait cette non prise en compte d'elle-même. Enfin, ce qui va respirer, ce qui va rayonner, c'est cette extrême dévalorisation, on pourrait dire, ou en tout cas non prise en compte d'elle-même. Je pense à cet homme que vous avez croisé dans le métro, qui a plus de retenue du tout sur le plan de l'expression pure, on pourrait dire, et qui va effectivement dégager quelque chose d'extrêmement cohérent, si je puis dire, avec la croyance fondamentale dans laquelle il est, quoi. Voilà. Alors peut-être pour faire un petit interlude, parce que c'est un exposé relativement dense, je vais peut-être proposer aux auditeurs et et auditrices un exercice, mais qui feront ce soir, parce qu'il faut juste une minute, mais là, vous n'allez pas quitter. C'est un exercice au niveau des croyances. Il est très simple, moi je l'aime bien. On est bourré de croyances. Voilà l'exercice au niveau des croyances. Donc ce soir, vous allez dans votre salle de bain. Et vous prenez un savon, vous prenez un bout de savon. Ensuite, vous vous regardez dans la glace, vous fermez un œil et vous dessinez le contour de votre visage sur la glace avec le savon. Ensuite, vous rouvrez les deux yeux et vous regardez la taille de votre visage. Et vous verrez que vous allez être surpris. On a une croyance sur la taille de ce qu'on voit dans un miroir. Ici, donc, vous ferez ça au niveau des croyances. Ça ne nous empêche pas de vivre avec cette croyance de façon très efficace tous les jours, en nous imaginant qu'on se voit réellement dans une glace à la bonne taille.
Voilà. Ensuite, vous nettoyez la glace, parce que sans ça, ça risque d'avoir des ennuis avec votre conjoint. Il va se... D'accord. Très bien, mais écoutez, on Donc, va alors, tester ça. pour reprendre l'exercice, on prend un savon, on ferme les yeux, on se met à quelle distance de la glace? 50 cm? À Un distance du bras. Un œil, c'est tout. Un œil, parce qu'avec les deux yeux, j'ai essayé, on n'arrive pas bien à se voir. D'accord, ok. Donc on se regarde avec un seul œil et on fait sur la glace, on dessine le contour du visage à la taille qu'on imagine. C'est ça. D'accord. C'est Ok. bon? C'est bon, des fois il me faut un peu longtemps moi pour comprendre les choses. Non, mais c'est... C'est mon crapaud, ça, je le dévoile à tout le monde à la radio ce soir. Tu n'as plus de limite, mon cher ami. D'ailleurs, à ce propos, on va faire peut-être une petite seconde pause musicale, si vous le voulez bien, mes chers amis, pour, avant d'aborder la troisième partie. Donc peut-être tu peux nous dire quelques mots, Guillaume. Oui, je peux dire des trucs. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que dans la troisième partie, nous verrons comment tout cela fonctionne à l'âge adulte. Donc en fait, on va voir les mécanismes dont on parlait au départ. Donc comment inconsciemment nous rejouons en permanence ces rôles, prince blessé, crapaud, masque, etc. Jusqu'à ce que nous prenions conscience de ce jeu. Justement en découvrant ce type de modèle qui nous permet de prendre conscience de ce jeu que nous jouons sans le savoir depuis toujours. Voilà. Super, merci, merci à tous les deux. Donc, petite pause musicale, de nouveau avec Michel Pépé, Les Ailes de Lumière. Quelques minutes pour se poser et on se retrouve juste après pour la suite. Merci à vous. Oui, alors bonsoir. Après cette courte respiration musicale, nous abordons maintenant la troisième partie de cette émission, à l'écoute de la réalité, avec notre invité d'honneur, François Delivray. Alors Guillaume, qu'est-ce qui nous attend maintenant cette troisième partie? On a vu d'abord l'histoire un petit peu de notre invité, ensuite on a vu comment s'était construit en quelque sorte nos différentes polarités, on pourrait dire identitaires et comportementales, à travers ces petits dessins que nous a proposé François Delivray. Et puis maintenant, qu'est-ce que nous réserve cette troisième partie, mon cher Guillaume? Alors nous allons donc découvrir maintenant comment tout cela fonctionne. Donc on va voir les mécanismes, les liens qui existent entre ces différents personnages et comment ça se joue entre ces différents rôles et entre ces différentes facettes de nous-mêmes. Voilà. Donc alors François, qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc sur ces mécanismes, comment marche ce modèle? Et qu'est-ce qu'il peut nous apprendre? Alors, on a oublié le héros. Les gens vont se dire, il y a un rond en haut dont on n'a pas parlé. Ah oui, ça c'est essentiel, le héros. Oui. Et du héros, il n'intervient pas souvent, d'accord, mais il faut tout de même en parler. Alors, il y a deux types de héros. Il y en a un qui est positif, il y en a un qui est très négatif. Le positif, c'est l'accomplissement de la personne accomplie, dont on parlera plus tard. L'accomplissement personnel. Un exemple pour moi très frappant, c'est la façon dont De Gaulle a construit son identité à partir de 1940. On peut discuter au nom de sa politique, mais au niveau personnel, il a su à ce moment-là trouver une stature, il est devenu un héros. On pourrait aussi parler de l'abbé Pierre. La caractéristique de ce héros positif, c'est qu'il colle à la réalité. Il est profondément ancré dans la réalité, d'une part, et que d'autre part, il sacrifie une partie de son prince, une partie de son potentiel, pour se concentrer sur l'essentiel.
Typiquement, on voit De Gaulle qui renonce à ce qui était le rêve de sa vie depuis ses toutes jeunes années. En 1940, il renonce au rêve de sa vie. Le rêve de sa vie, c'était de sauver la France en tant que chef militaire. Donc il renonce à cela pour trouver sa dimension politique et s'y consacrer. Donc dans le héros, il y a une part de renoncement à une partie de son potentiel. Ça, c'est le héros positif. Le héros négatif, c'est une tentative désespérée d'une personne d'échapper à la pression de son crapaud. Et donc la personne va faire un coup d'éclat. On peut imaginer par exemple Doudou Gentille qui se dit à un moment donné, j'ai compris ce qui m'arrive, allez, je quitte mon job, je divorce, je fais la fac, je deviens enseignante. Donc à ce moment-là, elle va faire un coup d'éclat et elle va se ramasser, bien sûr, elle n'est pas préparée et elle va se ramasser ici une difficulté ici de première grandeur. Donc ça, c'est ce qu'on voit de temps en temps apparaître. On le voit pas mal dans les faits divers, lorsque on entend à la radio, qu'on voit à la télé quelqu'un qui apparaissait à peu près normal et qui tout d'un coup fait un coup d'éclat qui ne lui ressemble pas. La caractéristique, c'est que ce coup d'éclat échoue et que le héros tombe de son cheval. C'est Don Quichotte. Il tombe de son cheval et en bas de son cheval, qu'est-ce qu'il y a? Son crapaud. Et donc il pensait échapper à son crapaud par un coup d'éclat, un coup de génie, et en fait, il retombe pesamment. Alors, pour reprendre un petit peu ça, pour reformuler ça d'une façon un peu différente, on peut imaginer quelqu'un, par exemple, qui à un moment donné dans sa vie a voulu chanter devant ses parents, par exemple, quand il était petit, et puis il a interprété les rires ou comme des moqueries, il s'est dit, finalement, je suis pas à la hauteur, je pourrais jamais chanter ou je pourrais jamais faire des choses devant les autres, prendre la parole en public, par exemple. Et puis il grandit, et puis un jour, il sent qu'il a ce potentiel au fond de lui, éventuellement, de pouvoir faire quelque chose de ce genre-là, mais il est surtout peut-être dans une idée de revanche par rapport au fait que les gens l'ont pas considéré à sa juste valeur, que l'ont pas considéré comme il fallait. Donc du coup, il peut se dire à un moment donné, tiens, je vais me présenter dans une émission de concours de chant ou quelque chose comme ça. Il faut absolument que les gens me voient, que je sois connu. Est-ce que ça pourrait être cette idée-là pour reprendre des choses qui se passent un peu actuellement? C'est-à-dire des gens parfois qui veulent être connus comme ça très rapidement sur quelque chose pour dire oui, comme ça les gens verront que je suis pas si nul que ça, que je suis pas. Est-ce que c'est un peu ça le... Avec un gros échec à la... Voilà, les fondamentaux n'ont pas été construits, quoi. Ils se lancent dans quelque chose et du coup, effectivement, ce qui les rattrape, c'est évidemment cette coloration du crapaud, quoi, en quelque sorte. Voilà. Et il se retrouve avec un crapaud encore plus gros derrière, parce que s'il échoue, du coup, c'est encore pire pour lui. C'est ça que vous dites? Exactement. D'accord. On passe au mécanisme? Oui. On passe au mécanisme. Comment ça marche tout ça? Alors, j'ai parlé tout à l'heure des croyances. Les croyances du crapaud, les croyances du masque. Ce qu'il faut bien voir de fondamental, c'est que notre psychisme aime les croyances. Les croyances, c'est quelque chose de rassurant. C'est quelque chose de simplifiant. Et donc notre psychisme, qui aime bien les croyances, qui aime bien la stabilité, va se débrouiller la plupart du temps inconsciemment pour renforcer les croyances. Or, les croyances les plus fortes qu'on a, c'est celle du crapaud. Un peu moins celle du masque, mais surtout celle du crapaud. Parce qu'elle touche l'identité. Oui. Donc, la personne va se débrouiller, va mettre en place des mécanismes pour vérifier que son crapaud est bien là, que son masque est bien là, mais c'est surtout le crapaud. Ça peut paraître masochiste, mais en fait, pour la personne, c'est terrain connu, c'est terrain stable. Alors que s'accomplir, devenir une personne accomplie, c'est prendre des risques, c'est prendre le risque de réviser des croyances qui assuraient la stabilité psychique. Imaginez
exemple, ici, on va prendre un oiseau. On va faire une toute petite histoire sur un oiseau. Voilà, on a recueilli un petit oiseau, on l'a mis en cage parce que bon, il était trop petit, il fallait le protéger. Un jour, il est sorti de la cage, on avait oublié de fermer la porte. Il a eu un problème avec un chat et bon, on l'a rattrapé à toute allure et on l'a remis dans sa cage, on lui a même mis un fil à la patte. Là-dessus, l'oiseau grandit et un jour, il y a quelqu'un qui ouvre la porte et qui coupe le fil. L'oiseau est maintenant capable de se débrouiller dans la nature. Mais au moment de sortir, il se dit « Ouh là là, le monde est dangereux, je préfère revenir dans ma cage. » Donc, il ne tente même pas l'aventure. Il préfère rester dedans. Donc, nous préférons le confort, entre guillemets, du crapaud plutôt que de réviser certaines de nos croyances. Demandez par exemple à quelqu'un qui est méfiant, demandez-lui de sortir de sa cage et de faire confiance et d'arrêter d'être méfiant vis-à-vis de tout le monde. Ben, il peut pas. Voilà, s'il est un tant soit peu méfiant, il peut pas. Ou alors il va tomber sur une personne qui va finalement lui faire quelque chose qui va pas lui plaire et il va finir par dire bah tu vois je vous avais dit j'en étais sûr finalement tout ça peut se jouer de façon très inconsciente en fin de compte. La plupart du temps ça se joue de façon inconsciente. Enfin après l'émission de ce soir vous serez un peu plus conscient tout de même. Alors on va voir maintenant deux séries de mécanismes. Donc mécanismes pour renforcer les croyances. Le premier grand mécanisme, c'est pour renforcer le masque. Eh bien, pour renforcer... cohérent avec le masque, en fait. Pardon, j'ai pas entendu. Je dis, au fond, c'est pour continuer à être cohérent avec le masque qui découle en fait de toutes ces directives. En fait, c'est un peu l'éducation que je me suis forgée. Et donc, j'ai besoin d'être cohérent avec ce masque. Donc, du coup, je vais justifier des situations, c'est ça ? C'est même encore peut-être un peu plus précis. Ce qui va conforter notre masque, ce sont paradoxalement nos réussites. C'est une réussite en montrant le masque. C'est-à-dire qu'on le voit par exemple avec on le voit pas mal dans la vie professionnelle, avec des gens qui sont bardés de diplômes et dont l'identité professionnelle se résume au fait qu'un jour ils ont fait une grande école. Donc ils sont attachés psychiquement à leur habit, à leur apparence, à leur armure. Mais si ça marche, ils vont se dire ben, j'ai raison d'avoir un masque puisque ça marche. Et ils vont donc continuer à vivre ici dans ce masque tant que quelqu'un ne leur fait pas tomber. Je pourrais prendre un autre exemple de quelqu'un qui conforte son masque. C'était un jour au restaurant, on était là et à la table voisine, il y a une dame hyper sexy qui s'est installée avec deux de ses filles, 20-25 ans, hyper sexy elle aussi. Donc on voit d'ici, c'est des femmes qui se présentent d'une façon tout de suite très, alors sexy, pas sexuelle, mais sexy. Là, ce qui m'a frappé, c'est la ressemblance entre la mère et la fille. Donc, ce qui s'était, les filles, il y en avait deux, donc ce qui s'était passé. Mais ça marchait. Moi, je les ai regardées, elles étaient mignonnes. Bon, et donc, ces femmes se disent, ben, j'ai intérêt à me montrer sexy parce que ça marche. Donc voilà comment on peut faire pour conforter le masque. D'où le danger, entre guillemets, d'une certaine réussite, si on s'illusionne sur la réussite et si on s'imagine que attendez, Allô ? Oui. Vous êtes toujours avec nous sur Radio Univers Gaïa. Tout à fait. Par contre, effectivement, il y a des petits bruits de micro. Alors, est-ce que vous avez réussi à... Ça y est, c'est réglé. François, est-ce que vous êtes tombé de la chaise ou... Je vais vous avouer très franchement, c'est le chat qui est monté sur ma table. D'accord. Voilà. Peut-être qu'il chasse le crapaud, non ? Non, je sais pas. Je sais pas. Voilà, donc je reprends mes esprits. Donc on va voir les... Donc on est un peu dans la prophétie auto-validante, hein, c'est-à-dire que je développe un système, je comprends bien comment à partir d'une posture ou d'une attitude, je vais obtenir finalement de la considération. Et du coup, à travers cette considération que je reçois, eh bien, je valide le fait que effectivement j'ai intérêt à fonctionner comme ça et je traduis ma réussite en quelque sorte, en renforçant en quelque sorte le comportement social qui me permet d'être finalement reconnu. Très bien.
Alors, on va voir la deuxième série de mécanismes, parce que là, c'est une série, c'est pour conforter le crapaud. Mhm. Là, on va avoir 4 moyens. Le premier, c'est direct à partir du crapaud. C'est ce qu'on trouve dans les pathologies, ou c'est ce qu'on trouve chez mon pauvre SDF du RER. Donc, quand on montre son crapaud directement, c'est rare, mais ça arrive, à ce moment-là, eh ben, on y reste et on se renforce dedans. Première façon. Deuxième façon, c'est quand le masque tombe. Vous vous souvenez que l'une des fonctions du masque, c'était de cacher le crapaud. Oui. Le masque tombe, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Le crapaud. Alors, je peux donc de penser, avec toute réserve sur les personnes, mais aux affaires DSK et Cahuzac. Oui. Donc, là, j'ai pris ça parce que c'est dans l'actualité. Donc, on voit ici un masque qui tombe. Et la personne, chez Cahuzac, c'est intéressant parce que on voit ici un masque qui tombe. À un moment donné, il fait son mea culpa et donc il dit qu'il a honte. Et donc on voit apparaître un bout de son crapaud. Et puis ensuite, il se reprend pour retrouver une partie du masque, là plus récemment. C'est intéressant. Et d'ailleurs, DSK, je pense que lui devait rêver qu'une princesse vienne embrasser son crapaud, peut-être, pour le transformer en prince charmant. Enfin bon, ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. À partir du crapaud. Deuxième, le masque tombe. Troisième, eh bien, frapper un grand coup. Avec le héros, on l'a vu. Chercher une notoriété médiatique, faire une émission de télé-réalité, se présenter à l'élection présidentielle. Mhm. Et donc là, on tente un grand coup pour échapper au sortie, crapaud. quoi. On y retourne. On l'a vu tout à l'heure. La quatrième façon, c'est pour des petits crapauds. C'est, ou des gros, ça dépend, mais c'est de tirer parti des échecs. Je vais vous donner un exemple en vous dévoilant un tout petit bout de mon crapaud. C'est le Scrabble. Voilà, j'ai une conviction de mon crapaud comme quoi je suis nul au Scrabble. C'est pas vrai, je suis pas nul au Scrabble, mais quand j'aborde le jeu, surtout avec quelqu'un d'un peu doué, je démarre la partie en disant de toute façon, je vais perdre. Ça, c'est une phrase de crapaud. Alors évidemment, je perds. Bon, c'est un petit crapaud, ça ne va pas chercher loin. Mais quand on a des échecs et des drames ou des circonstances difficiles, c'est pas un petit crapaud comme ça qui apparaît, c'est des croyances beaucoup plus profondes qui nous rendent beaucoup plus malheureux, beaucoup plus tristes et qui limitent ici notre vie. Alors moi, ce que je propose ce soir, c'est que Paul nous montre son gros crapaud. Si c'est peut-être l'occasion à Paul de montrer son crapaud à tout le monde ce soir. T'es d'accord, Paul? Bah, écoute, très bien. Et pour l'aborder d'ailleurs, ce serait une façon peut-être de reprendre en synthèse donc ces 4 portes de sortie en fait du masque. Hein, la première, où on est vraiment dans l'expression pure de toute sa misère en quelque sorte, hein, puisqu'on va exister à travers celle-ci. C'est ça, François? Oui. Hein, c'est l'identité négative quoi, qui est dégagée directement. C'est ce pauvre homme qu'on peut croiser dans le métro et qui n'a plus aucune retenue quant à la non prise en compte de lui-même, hein, quel que soit le plan, soit physique ou autre. Ensuite, il y a la deuxième façon de se rattacher un petit peu au mur, c'est le masque qui va tomber suite à un événement que les autres vont reconnaître. Hein. C'est-à-dire, j'ai caché une dimension, un travers de moi-même, et puis tout d'un coup, que ce soit par les médias, ou par la société, ou par un événement, paf, je vais être reconfronté à cette réalité, et donc confronté à un environnement social qui me découvre, en quelque sorte, sous cette mauvaise face. Est-ce que c'est ça? Enfin, on a la troisième sortie où là, je vais tenter une sortie par un événement. Donc là, vous proposiez par exemple à l'expérience de passer dans des médias ou de sortir essayer de tenter de sortir par la grande porte. Malheureusement, ça va quand même se retourner contre moi. Et puis enfin, alors le dernier, alors je n'ai pas tout saisi sur le dernier. Le dernier, c'est tirer parti des échecs qui nous arrivent. Voilà. Je transforme mes échecs en quelque sorte
en les acceptant, mais c'est une façon un peu de me dire non, mais de toute façon, je suis pas bon dans ce domaine, donc vous prenez le cas du cheval, de toute façon, je On réussis jamais là-dedans, s'auto-justifie, mais je quoi. veux bien jouer avec vous, quoi, en quelque sorte. Oui. Mais j'ai pris un exemple simple, mais tirer parti des échecs, on le voit bien, la personne face à un échec, il y a des personnes qui vont dans leur crapaud, et puis il y a des personnes qui, dans leur prince ou leur princesse accomplie, vont en tirer les leçons, faire le bilan, se dire bon, j'ai eu un échec, mais ça ne veut pas dire pour ça que je suis un incapable. Donc il peut y avoir les deux attitudes. D'accord. Et alors, est-ce que les héros, là, pour le coup, peuvent jouer une porte de sortie ou une aide particulière Comment ça? dans votre modèle? Quand je repense aux héros, hein, sachant qu'il y avait deux types de héros, quelle serait la porte de sortie, selon vous, euh, justement pour permettre à la personne eh bien, de se reconnecter à sa pure identité et puis du coup de grandir, non plus à travers ce besoin à tout prix d'être reconnu pour des comportements sociaux spécifiques hein, qui auront été intégrés dans son histoire comme un moyen d'exister, mais au contraire pour pouvoir réaccéder en quelque sorte à cette expression pure de ce qu'elle est, sans forcément, enfin en bref, pour sortir en fait de ces modèles sociaux auxquels elle s'est rattachée. Ça y est. On peut espérer que la personne qui se lance dans un héros négatif va trouver auprès d'elle des personnes suffisamment puissantes, qui auront suffisamment d'influence pour lui dire stop, pour lui dire là, au casse-pipe. Donc ça nous arrive parfois dans le métier de coach d'avoir comme ça des tentatives héroïques, et à ce moment-là, c'est le coup d'arrêt. Mais pour ça, il faut on ait suffisamment de puissance vis-à-vis de la personne, que la personne nous reconnaisse une certaine autorité. Alors, il me reste encore un mécanisme. C'est le mécanisme le plus subtil et, hélas, le plus quotidien. C'est un mécanisme inconscient qu'on ne voit pas venir. À la fin de ce mécanisme, on se retrouve presque pire que le crapaud, on se retrouve dans son prince blessé ou sa princesse blessée. Ça peut être très rapide. Pour les personnes qui connaissent un peu, c'est l'explication que donnait Carlo Moiso des jeux psychologiques de l'analyse transactionnelle. Je ferme ici la parenthèse. On va prendre un exemple, un dernier exemple ici avec Doudou Gentille. Doudou Gentille, dans son boulot, a repéré inconsciemment l'un de ses patrons qui était autoritaire, dur. Et quand elle doit aller voir ce patron, elle dit elle-même, je ne sais pas comment je me débrouille, mais je me sabote. Donc, soit elle fait un dossier qui n'est pas bien ficelé, soit elle rentre en se dévalorisant. Et donc, immanquablement, ça se termine toujours ou presque dans les relations avec ce patron-là, par le fait que ce patron la fiche à la porte de son bureau, et Doudou dans le couloir se dit une fois de plus, je n'y suis pas arrivé, je suis incapable, il ne m'aime pas, etc. Donc elle retrouve ici son crapaud. Et du côté du patron, il a aussi son crapaud, parce qu'on peut tout à fait imaginer que ce patron-là a un crapaud négatif, dévalorisant, égocentrique, dans lequel il se dit, de toute façon, ici, il n'y a que moi qui suis capable, et donc heureusement que je suis là pour redresser toutes les personnes incapables qu'il y a dans cette entreprise. Donc on voit ici deux personnes qui se sont flairées, qui se sont cherchées, et qui, dans leur premier contact, ont inconsciemment décelé que leur crapaud pouvait nager ensemble dans la mare au crapaud. C'est terrible parce que c'est ce qui arrive, pas toujours, mais presque tout de même toujours, dans les couples par ailleurs qui s'aiment beaucoup. C'est-à-dire que dès qu'on vit suffisamment longtemps avec quelqu'un et qu'on le connaît bien, on va détecter chez lui, consciemment ou pas, on va détecter son crapaud. Et à ce moment-là, il y a un choix à faire au niveau de, on pourrait dire, l'éthique de couple ou de son éthique personnelle, c'est de se dire, le crapaud chez mon conjoint, je ne l'écrase pas.
Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça relève ici d'une décision, d'une lucidité. Parce que tôt ou tard, dans une relation, quand on se connaît un petit peu, il y a les crapauds qui apparaissent. Et oui. Et donc, ces fameux crapauds qui apparaissent font aussi que les gens s'appuient quelque part volontairement ou involontairement sur leurs blessures respectives. Donc, le princesse ou la princesse blessée. Et pour reprendre un peu cette image de conte de fées, je dirais presque que dans un couple, l'idéal serait que la princesse, quelque part, ou le prince embrasse le crapaud de l'autre, pour qu'il puisse se révéler et Embrasse, considère en fait. Et voilà. sentir que ces zones d'ombre en elle ou ces parties laides en elle sont quand même aimées et acceptées par l'autre, et donc du coup s'en libère quelque part, ou en tout cas les transforme en quelque chose de plus positif. C'est ça. On va voir ça comme ça. Ouais. Ah, les contes de fées, tout à fait. Alors pourquoi est-ce que Doudou Gentil fait ça? Et c'est là où je trouve assez admirable l'hypothèse de Carlo Moiso, telle qu'il me l'a enseigné. L'hypothèse de Carlo était la suivante. Il se dit, mais la personne, quand elle flaire chez quelqu'un d'autre les ennuis relationnels qui peuvent arriver, c'est en fait qu'elle rejoue ce qui s'est passé quand elle était petite, et dans le cas de Doudou Gentil, ce qui s'est passé avec son père. C'est-à-dire que la princesse blessée de Doudou Gentil a toujours le fol espoir de rencontrer quelqu'un qui ressemble à son père et qui ait une attitude différente de son père. Et donc elle va chercher des personnes autoritaires. Et elle va, comme c'est des personnes autoritaires mais qu'on est dans la réalité, elle va échouer. Donc la clé du mécanisme ici, elle est très importante au niveau de notre développement personnel. Il s'agit pour Doudou Gentil et pour nous tous de bien comprendre que ce qui s'est passé quand on était enfant, c'est fini. Il faut renoncer à cet espoir d'une réparation de l'enfance. Non, la blessure, elle a été là, elle reste là. Il s'agit maintenant de déceler dans la réalité de maintenant ce qu'il est possible de faire, ce que Doudou Gentil, avec son intelligence, sa capacité adulte, peut faire face à un patron autoritaire. Et là, elle va quitter ces mécanismes négatifs pour rentrer en personne accomplie, ce qui me donne l'occasion de parler de la personne accomplie. Ça va ? Très bien. Très bien. Donc on arrive là on pourrait dire à la porte de sortie. Au prince accompli ou à la princesse accomplie. C'est la partie faible du modèle. Et en même temps, c'est la partie forte. Pourquoi la partie faible? C'est qu'au niveau théorique, elle n'a pas été très étudiée. Et ça n'est pas très grave parce que il y a beaucoup d'autres chemins de développement personnel. La PNL est un très bon chemin pour ça, pour développer le potentiel. En tout cas, ce qui était intéressant, Guillaume, dans cette proposition, c'est qu'on sent que là, qu'on va arriver vers une porte de sortie, que Donc, la considération qu'on peut avoir. La princesse, on va dire, accomplie, réaliste, c'est-à-dire qui a conscience de ses, à la fois de ses faiblesses, à la fois de ses failles, à la fois de son crapaud, mais qui a conscience aussi de ses forces, de son potentiel, et donc personne plutôt qui va être dans l'équilibre. Selon vous, alors, qu'est-ce qui va nous permettre, ou qu'est-ce qui va permettre avec votre propre modèle, justement, d'aider cette personne à grandir, à devenir plus adulte, on pourrait dire, ou en tout cas revivre dans ce présent? La puissance de ce modèle n'est pas dans l'étude du prince accompli ou de la princesse accomplie. Je pense que c'est l'une de ses limites. D'accord. La force de ce modèle, c'est tout simplement de laisser vivre le prince. Le prince, il demande qu'à se déployer. Il ne demande qu'à vivre. Nous ne demandons qu'à déployer notre potentiel. Et pour que ça marche, il faut que nous collions à la réalité de notre environnement, de nous-mêmes. Par contre, lorsque nous laissons notre prince se déployer, apparaissent aussi tous ces mécanismes négatifs que nous avons regardés pendant toute cette émission. La force de ce modèle, c'est la vigilance
qu'elle permet d'avoir vis-à-vis de nos mécanismes négatifs. Elle n'apporte pas je dirais, elle n'a pas beaucoup étudié ce qui se passait pour un prince ou une princesse accomplie. D'accord, alors c'est un peu comme si, quelque part, c'est une sorte de mise en lumière qui va permettre de faire fondre ce monstre qu'est le crapaud, qui s'est cristallisé dans notre ombre, on va dire, qui est un peu caché derrière nos masques. Donc le modèle permet de pouvoir se regarder avec un petit peu plus peut-être d'authenticité, de se voir un petit peu plus comme on est, en se disant, bah tiens, là, quand je fais ça, je suis dans mon masque, ou quand je fais ça, il semblerait que c'est que j'essaye de cacher un crapaud ou quelque chose que je trouve laid en moi ou que j'apprécie pas chez moi. Et donc, peut-être que le fait de simplement mettre ces mécanismes en lumière, de les accepter, de les accueillir, peut-être qu'on cherche à l'extérieur de soi une princesse ou un prince qui pourrait embrasser notre crapaud pour qu'il se transforme en prince ou en princesse, justement. Peut-être qu'on peut le faire nous-mêmes et finalement arriver à être nous-mêmes d'une façon assez équilibrée, avec nos failles, en étant conscient de nos défauts, en étant conscient de nos qualités, et puis en allant de l'avant dans la vie de manière à se réaliser du mieux qu'on peut, quoi. Non, je sais pas, est-ce que ça pourrait être la... Oui, alors reformulons ça avec ici les mots du schéma. Oui. Et on va laisser se développer le prince en le canalisant. Parce que le prince peut aussi, j'en ai pas parlé, mais le prince, ça peut aussi être des fois l'enfant gâté, le prince, hein, dans le potentiel qu'il a, peut y avoir un potentiel destructeur. Mais laisser émerger le prince en le canalisant, en lui donnant ce qu'on appelle dans nos métiers les permissions et les protections nécessaires, de discerner le masque, d'être conscient de notre masque et de dire à la duègne qu'on est le patron. Donc c'est pas la duègne qui fait la loi, c'est nous. De reconnaître les blessures du prince et de la princesse, d'avoir repéré le crapaud et si possible effectivement d'être capable de l'embrasser, désobéir à la sorcière, avec prudence, en tenant compte là aussi de relativiser. Rien qu'avec ça, c'est parti. Ensuite, il suffit de laisser émerger. Si on a envie de faire de la reliure de livres d'art, ou si on a envie de se mettre à, je ne sais pas moi, de faire des festivals d'improvisation, mais il suffit, le prince, il demande qu'à pousser. Il suffit d'être vigilant. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver, comme dans beaucoup d'approches, effectivement, d'abord, le fait de prendre conscience qu'on est constitué d'un certain nombre de facettes qui peuvent se mettre à un moment donné en route et de comprendre du coup cette mécanique. Et puis finalement, d'en arriver à cette considération qu'on peut porter à toutes ces parties de nous-mêmes et à ces systèmes de défense qu'on a pu parfois mettre en avant par quête finalement de considération, et que je trouve vraiment intéressant moi, dans ce modèle, c'est d'abord la clarté puis la simplicité, le côté métaphorique qu'on retrouve dans ces différentes parties, et puis au fond, à l'arrivée, de finalement réaliser que autour de nos carcans, eh bien, on a parfois ces attitudes un petit peu limitantes et qu'il est aussi peut-être bon d'apprendre à les aimer, ne serait-ce pour se déculpabiliser de cela et puis peu à peu de laisser émerger en quelque sorte ce prince, c'est-à-dire cette conception de qui je suis et d'oser en quelque sorte entrer de plus en plus en contact avec cette dimension de ce que je vis, de ce que je ressens, de ce que j'ai envie d'exprimer. Voilà, en acceptant aussi que les modèles qu'on a reçus parfois sont là aussi pour nous guider, parfois de manière positive, parfois de manière moins positive, et que finalement c'est l'amour qui nous sauvera. Quelle belle conclusion. Ça, c'est le plus important. Le plus important, c'est l'amour. Alors, on arrive bien sûr à la fin de cette émission. Moi, j'avais envie de vous poser peut-être quelques dernières questions, François. Alors, aujourd'hui, quelle est votre actualité aujourd'hui, s'il y avait des informations comme ça que vous pourriez donner à nos auditeurs sur, que ce soit pour la manière de prendre contact avec vous, qu'est-ce qu'aujourd'hui nos auditeurs peuvent faire s'ils ont envie d'aller plus loin avec vous? Alors là, je vais surtout m'adresser aux professionnels, mais tout le monde peut le lire, mais il y a tout de même quelque chose d'un peu plus élaboré au niveau théorique. J'ai mis aujourd'hui sur mon blog
le texte écrit de la conférence que j'avais prononcée devant des professionnels, devant des coachs professionnels en 2007 à Lyon. Donc c'est un texte qui est relativement long, où vous allez retrouver une partie, la plus grande partie de ce que j'ai pu exposer aujourd'hui. Il est disponible, vous allez sur mon blog, hein, c'est blog-notes.fr. Je crois que c'est ça. Blog-notes au pluriel.fr. .fr. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est votre blog. Et aujourd'hui, si les personnes ont envie, par exemple, au cours de, je sais pas moi, d'un stage de quelques jours ou tout simplement comme ça, d'aller un petit pas plus loin, sans forcément s'embarquer sur une longue formation, est-ce que vous proposez des choses dans ce sens? Non, à ma connaissance, il n'y a rien. D'accord. Et sinon, non. D'accord. Et oui. Non, je crois qu'il n'y a rien sur ce modèle. Alors sinon, moi je voulais quand même rajouter que donc François Delivray a écrit un livre qui est quand même assez fabuleux sur le coaching, qui s'appelle Le métier de coach, et qui est référence dans le métier. Qui est pour moi qui est une référence à une sorte de bible du coaching. Hein, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent à ces métiers d'accompagnement, c'est un ouvrage très très riche et très intéressant. Merci. Ok. Alors une dernière petite chose, François, comme ça pour nos auditeurs, si vous avez un dernier message comme ça que vous auriez envie de communiquer à nos auditeurs sur ce thème, quel serait ce message? Oui, je prendrais la notion de responsabilité. Beaucoup d'entre vous, sans doute, connaissez cette très belle phrase de Sartre. Il écrivait « Nous ne sommes pas responsables de ce que nos parents ont fait de nous, mais de ce que nous faisons de ce que nos parents ont fait de nous. » Et c'est donc cette notion de responsabilité. Lorsque nous apprenons un tel modèle, lorsque nous commençons à nous découvrir nous-mêmes dans des mécanismes qui sont tout de même parfois assez subtils et assez profonds, notre responsabilité, elle en est d'autant augmentée. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs, des bêtises, voire des grosses bêtises que l'on faisait auparavant, parfois par ignorance, tout simplement par manque de connaissance de soi. Dès lors que on se connaît un peu mieux grâce à ce modèle ou grâce à d'autres, la responsabilité augmente et ma foi, eh bien là, est-ce que nous sommes ou non au rendez-vous? Eh bien, je souhaiterais à tout le monde d'être au rendez-vous de sa responsabilité. Et justement, en termes de responsabilité, j'aime bien utiliser cette façon de le dire en conférence ou en formation. Responsabilité, donc réponse-habilité, trouver des réponses habiles, ce qui veut dire pas forcément porter le poids des choses qu'on a fait avant et d'être plutôt dans la culpabilité, mais effectivement de trouver des réponses habiles aux différentes situations de vie qui se présentent à nous. Alors pour aller dans le sens de ce que vous disiez, j'aime bien cette image-là. Très bien. Ok, bah écoutez, merci moi vraiment encore une fois beaucoup pour votre intervention, François. On va arriver sur la fin de cette émission. Donc on a eu un certain nombre d'émissions pendant ce premier semestre qui sont bien sûr et qui vont rester sur Internet. Nous reprendrons, je crois, Guillaume, notre périple d'émissions à la rentrée. Oui. Avec un certain nombre d'intervenants. Je crois qu'on a notamment Jacques Salomé qu'on va aussi interviewer, et puis un certain nombre d'autres personnes comme ça qui nous ont donné leurs accords. En tout cas, pendant l'été, il n'y aura pas d'émission, c'est ce que nous avons décidé, simplement parce que nous sommes tous les deux pris sur d'autres projets. Ce qu'on peut dire aussi, Guillaume, c'est que, encore une fois, on remercie beaucoup Maxime Robin et Isabelle Coupeau, à la fois pour la responsabilité qu'ils ont prise en nous donnant accès, en tout cas pour ce premier semestre, à cette possibilité de nous lancer dans ces émissions de radio sur Univers Gaïa. Et on est vraiment fiers d'avoir pu s'exprimer, parce que pour nous, c'était une grande première. Enfin, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir avec toi dans ces différentes émissions. Mon cher Guillaume, et je tenais encore une fois vraiment à remercier Maxime et Isabelle pour leur contribution à la possibilité de mettre en œuvre ces émissions.
Ok, alors moi je vais également remercier donc François d'avoir accepté cette invitation, puisque pour François c'était aussi peut-être pas une première, mais en tout cas pas loin, hein. Il me semble que quand on a eu nos premiers échanges, voilà, vous vous êtes posé la question de savoir si vous alliez faire cet exercice de pédagogie à la radio. Oui, c'est vrai. En tout cas, ça s'est, moi je pense, très très bien passé, et je suis très heureux d'avoir pu échanger avec vous lors de cette émission. Ce thème Merci. particulier qui me parle beaucoup, et je pense qu'il va parler beaucoup aux inconscients des gens. C'est possible qu'ils fassent des rêves ou qui regardent Blanche-Neige d'une façon différente la prochaine fois. Et les autres. Et en tout cas, oui, concernant les émissions, alors je remercie bien évidemment Maxime et Isabelle qui sont voilà, qui ont créé cette radio alternative qui permet de s'ouvrir un petit peu aux autres réalités. Et puis pour la rentrée, on aura certainement également une nouvelle émission, on en avait parlé un petit peu avant, qu'on animera, que Isabelle animera, et dont on sera les invités cette fois-ci. Les invités cette fois-ci, voilà, pour parler de stratégie de développement personnel, pour parler de PNL et d'autres outils de développement personnel. Voilà, donc merci François, merci Paul, merci Isabelle, merci Maxime, et surtout merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés en direct ce soir. Donc je pense qu'il y a des Jacqueline, des David, des Laurent, des Stéphane, enfin bref, tous les prénoms. Merci à tous et à toutes, et donc à très bientôt. Bonsoir. Je rappelle encore une fois que cette émission a été enregistrée et vous pourrez donc la retrouver en podcast sur le site de la radio Univers Gaïa. Merci encore à tous pour votre présence. Merci encore pour tout ce que vous nous permettez de vivre. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et encore une fois, profitez de la vie. Bonsoir à tous. À très bientôt. Merci.